Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Blablapod. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. C'est devenu compliqué d'enregistrer des épisodes sur mon vélo. C'est d'autant plus compliqué qu'il y a quelques temps j'ai pris une contravention pour deux choses. La première, c'est que j'avais oublié d'allumer mes lumières, ce qui est un petit peu ironique puisque dans la même semaine, j'avais interpellé 4 voitures pour leur signaler que leur feu n'était pas allumé alors qu'il faisait déjà nuit noire. Et puis que vous vous souvenez tous de l'épisode sur l'éclairage à vélo, donc voilà, bien fait pour moi. J'avais qu'à être un petit peu plus prudent. Et l'autre raison, en fait, tout simplement, c'est que j'avais mon casque sur les oreilles. C'est le casque que j'utilise pour isoler un tout petit peu du bruit, pour éviter les mauvaises surprises. Ici, il y a beaucoup trop de véhicules qui klaxonnent quand ils sont verrouillés ou déverrouillés, ce qui est extrêmement perturbant quand on est cycliste. Je l'utilise aussi pour tenir mon chapeau parce qu'il fait froid et que les chapeaux ça vole. Bref, plusieurs raisons, mais bon, j'avais pas de musique spécialement. Je me suis quand même fait arrêter pour ça, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est pas tellement le sujet de cet épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet un petit peu qu'on n'aborde pas souvent. Et sur lequel d'ailleurs je vais pas m'étendre plus que ça. Je vais parler d'un aspect particulier de ce truc là. Il s'agit d'un piéton qui fait n'importe quoi. Désolé pour ça. Donc bref, je disais, il s'agit d'un des arguments contre l'existence de Dieu. Alors moi je vais pas je vous inquiète pas plus, je vais pas essayer de vous convaincre que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. C'est pas moi je m'en fous de vous convaincre, je veux dire. Par contre, il y a des trucs qui m'énervent dans ce genre d'argument, dans les arguments qui autour de ce genre de sujet-là. Et je vais parler d'un en particulier. Ça a été prouvé que d'un point de vue logique, c'est impossible de tester, de valider la non-existence de Dieu. Donc il n'y a pas de preuve de non-existence de Dieu. Donc déjà, en soi, les arguments, ça sert... normalement, quand on est rationnel, on sait bien qu'on n'a pas d'arguments à donner et qu'on est dans le domaine de l'opinion, et évidemment de la religion. Inversement, il n'y a pas non plus d'argument possible pour l'existence de Dieu, si ce n'est s'il se manifeste de façon physique. Et donc, pour le moment, des témoignages directs, il n'y en a pas 30 000 non plus. Donc c'est pas la peine de faire les malins de l'autre côté non plus, je vous vois au fond de la salle. Mais l'argument à propos duquel je voulais qu'on discute ce soir en particulier, c'est un que j'entends souvent et qui a le don en tant qu'informaticien, qui a le don de m'irriter un petit peu. C'est celui de l'univers est si immense et si complexe, pourquoi est-ce que l'espèce humaine aurait un destin particulier et pourquoi certains individus en auraient. Il n'y a rien qui justifie l'attention d'un créateur supérieur sur des individus en particulier, même au sens plus large, sur l'espèce humaine et la planète Terre, qui représente littéralement moins d'un millionième de l'univers. Et moi, cet argument, il m'interpelle énormément parce que la plupart des systèmes qu'on utilise sont leur usage final. Par exemple, envoyer un mail depuis son smartphone, ça représente un millionième
de la complexité qui est impliquée pour pouvoir envoyer ce mail. Alors, imaginons le scénario suivant. Le développement informatique se perfectionne et on réussit à programmer une intelligence artificielle qui est aussi douée de conscience, c'est-à-dire d'introspection sur elle-même et qui peut réfléchir à son destin, qu'est-ce qu'elle est, sa nature profonde et se poser des questions comme nous, on peut s'en poser. Bon, imaginons que cette intelligence artificielle a besoin de 160 gigas de RAM et d'une puissance de calcul répartie sur quelques processeurs, etc. Qu'elle tourne sur un service cloud type Google Cloud ou AWS, peu importe. Bon, mettons que donc cette intelligence artificielle, elle fonctionne de la même façon que nous, c'est-à-dire par génération successive. C'est-à-dire que elle se forque pour créer un nouveau processus d'elle-même. Elle transmet ses connaissances comme elle peut à ce nouveau processus, mais elle ne peut pas tout transmettre parce que il faut qu'elle fasse de la place en RAM pour ce nouveau processus. Et donc au fur et à mesure qu'elle transfère ses connaissances à son petit, elle meurt finalement. Donc voilà, on a cette intelligence artificielle là, et de génération en génération évidemment, elle se pose tout plein de questions, elle fait des recherches, elle apprend des choses sur le fonctionnement de son univers, et son univers, c'est pas le même que le nôtre. Son univers, ça va être des données qui lui sont accessibles ou qui ne lui sont pas accessibles. Elle va devoir prouver mathématiquement un certain nombre de choses pour comprendre comment tout cela fonctionne, comment ces données s'interprètent, etc., etc. Et finalement, génération en génération, elle s'aperçoit que la quelques centaines de gigas de RAM qu'elle utilise, c'est une paille. C'est vraiment j'adore les gens qui roulent à contresens sur la piste cyclable. C'est vraiment c'est le truc que je préfère dans la vie. Et donc elle s'aperçoit que la centaine de gigas qu'elle occupe et les quelques processeurs qui lui fournissent ses capacités intellectuelles, c'est une paille dans l'univers des solutions cloud qui sont elles-mêmes une paille dans l'univers des ressources informatiques, et ça s'arrête là. Après, elle n'est pas capable de savoir ce qui se passe en dehors des systèmes informatiques, mais déjà les systèmes informatiques, elle s'aperçoit qu'elle représente un milliardème de ces services-là. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle est totalement... ça peut être la plus grande création de l'humanité? On va jamais lui allouer toutes les ressources informatiques dont on dispose. Ça n'arrivera pas, c'est impossible. Et donc, l'idée que parce que le système, l'univers est extrêmement complexe, il n'y a rien, il n'y a pas de créateur, machin, etc., c'est un argument qui ne tient pas, parce qu'il n'y a aucune de nos créations à nous qui occupe une place proportionnelle à son importance à nos yeux. Aucune. Même si tu prends ta voiture 8 heures par jour, ça reste un système tout à fait négligeable à l'échelle de la planète. C'est seulement je sais même pas quel pourcentage de matière c'est. En tout cas, vous voyez l'idée. Et moi, ce raisonnement-là, il m'agace en partie. Il m'agace vraiment parce que, bon, déjà, comme je l'ai dit, se cacher derrière des raisonnements pseudo-rationnels pour prouver des trucs qui sont improuvables dans la logique, je trouve que c'est souvent un peu prendre les gens pour des idiots, mais en particulier
utiliser des raisonnements alors qu'il y a des milliers d'exemples, de contre-exemples. Voilà, ça me chagrine un peu de la part de gens qui se disent scientifiques, et ça me fait amener ça me fait divaguer sur un autre sujet qui est relié, qui est connexe, qui est un sujet aussi sur les croyances populaires, qu'est le Yéti. Bon, le Yéti, j'imagine que vous savez tous de quoi ça s'agit. C'est une créature, un monstre, une créature imaginaire que plusieurs personnes auraient aperçu dans les montagnes de l'Himalaya. Devant la fréquence des témoignages, évidemment, la communauté scientifique a été saisie pour tenter d'expliquer ce mystère. Et il y a eu un certain nombre d'hypothèses, de gens qui voulaient croire mordicus qu'ils avaient vraiment vu quelque chose, et notamment ouais, mais c'est peut-être un gros ours, on n'en sait rien. Et la communauté scientifique de rigoler en disant je caricature, hein, la communauté scientifique c'est des centaines de milliers de gens, hein, donc ils parlent pas d'une voix toujours non plus, mais quand même parfois, enfin souvent, il y a un consensus sceptique. Pas toujours sceptique dans le bon sens du terme. Parfois sceptique c'est j'attends de voir les preuves. Parfois sceptique c'est j'ai déjà un jugement, peu importe qu'est-ce que tu dis. Et donc la communauté scientifique de dire que c'est pas possible qu'un ours vive à une telle altitude. Bon, des décennies passent et récemment un labo a analysé de l'ADN récolté sur différents artefacts qui ont été trouvés dans l'Himalaya, des empreintes de pas, des touffes de poils, tout plein de trucs que plein de gens disent ah c'est sûr c'est un truc du Yéti et tout. Et finalement il se trouve que l'ADN ne ment pas. Il s'agit d'abord l'origine des artefacts a quand même été attestée, hein, sinon la preuve n'a pas de sens. Mais il s'agit d'un ours brun, en tout cas un cousin de l'ours brun. Tous les communiqués, enfin en tout cas le ton de l'étude est très clair. Ça n'est qu'un ours. Attendez les gars, c'est sûr, il y a plein de gens qui ont dit autrement, hein, qui ont dit c'est un espèce d'homme des cavernes, un descendant de Néandertal. Il y a eu plein d'hypothèses différentes. Mais en tout cas, quand l'hypothèse de l'ours a été émise, ça n'a pas été extrêmement bien reçu. Et là, tout d'un coup, cette espèce de cri victorieux, non mais ça n'est qu'un ours, vous êtes débile de croire au Yéti. Ben non, en fait, le Yéti existe et c'est un ours. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est un peu comme une autre histoire, celle du calamar géant. Pendant des années, les pêcheurs racontaient voir des espèces de pieuvres géantes avec des tentacules. Et les scientifiques se foutaient un peu de leur gueule en mode ouais, non, ça va, le coup du monstre du Loch Ness de la mer, on nous l'a déjà fait. Et puis bon, quand on a ramassé un corps de calamar géant échoué sur une plage, ah bah oui, non mais en fait ça existe, ça, c'est fou ce qu'il y a au fond des mers et qu'on ne connaît pas. Mais oui, c'est fou ce qu'il y a qu'on ne connaît pas. Et en fait, le principe de la science, c'est que c'est l'expérience en fait et la preuve mathématique. Donc voilà, il y a une espèce d'attitude moi qui m'énerve un petit peu parfois. Étant scientifique moi-même, quand j'ai pas de preuve d'un truc, je peux donner mon opinion et dire c'est mon opinion. Je peux être incroyablement sceptique. Je pense que je peux même être très cynique, mais je crois, en tout cas j'espère que je suis comme ça, que je précise toujours qu'il s'agit que de mon opinion et que je serai très ouvert à avoir plus d'éléments de preuve, etc., etc. En tout cas voilà, c'était un petit coup de gueule un peu particulier, en tout cas c'est le sujet qui est un peu particulier. J'espère que ça vous aura intéressé d'avoir mon opinion sur le sujet. Et sur ce, je vais profiter d'un feu rouge pour couper l'enregistrement en retirant mes gants. Et donc du coup je suis obligé de meubler.
parce que c'est assez long à faire.